Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Bien évidemment, les Français découvrent depuis quelques mois, il y a une véritable crise énergétique en France et ailleurs. Et vous avez invité un monsieur qui a écrit un livre sur la transition énergétique au niveau international, parce que c'est notre cheval de bataille. Et donc vous avez invité Philippe Charlès pour nous parler de ce livre et des 10 commandements de la transition énergétique. Exactement, parce que nous sommes aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir un journal, on ne peut pas écouter une émission à la télévision ou à la radio sans entendre parler de la transition énergétique, de tout ce qui va se passer, avec une vision qui est souvent un peu apocalyptique, hein, et en tout cas toujours idéologique, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est-à-dire qu'elle est rarement basée sur des faits. Or, moi je suis parti de ceux qui croient, par profession, je crois que ce sont les faits qui décident et pas le reste. Alors, le livre de Philippe Charlès, des 10 commandements de la transition énergétique, ouvre un certain nombre de réflexions par les constats qu'il peut faire, par les analyses qui sont faites. Et c'est pour ça que j'ai pensé que c'était intéressant que vous puissiez le connaître, que vous puissiez l'écouter, hein, et qu'on puisse ensemble couvrir un peu les thèmes qu'il évoque dans son livre. Merci d'abord d'être venu. Merci à vous d'avoir accepté de m'avoir invité. De venir. C'est un plaisir. Avec grand plaisir. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est bon, on prend votre livre, vous qui l'avez écrit, quand vous le refermez, quel est pour vous le point peut-être le plus important dans ce que vous voulez nous faire passer comme message? Alors, on peut partir, je vais dire, de 2 constats qui me paraissent absolument essentiels. Donc, la première chose, c'est que je suis un convaincu du réchauffement climatique d'origine anthropique. J'ai beaucoup travaillé le sujet sur le plan réellement de la physique et donc j'ai pas de doute de ce côté-là. Donc c'est-à-dire que globalement, les taux d'accroissement, à la fois au point de vue de sa vitesse et au point de vue de son intensité, à la fois du CO2 dans l'atmosphère et de la température au cours des 60 dernières années, montre qu'il y a bien une influence anthropique. On ne trouve pas de raison naturelle suffisante pour justifier un tel phénomène. Néanmoins, par rapport à l'extrapolation, notamment des températures dans le futur, on garde énormément d'incertitudes parce qu'on va dire qu'aujourd'hui, la modélisation climatique reste encore extrêmement incertaine et donc on a des marges d'incertitude très très fortes. Donc en fait, on calcule, c'est ce que fait le GIEC, les augmentations de température dues au doublement des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux émissions pré-industrielles. Et on va dire que ces calculs montrent en fait qu'on a des fourchettes extrêmement larges qui peuvent aller dans la modélisation extrême entre 1,5 et 7 degrés. Et puis on prend une moyenne à 2,5, 3 degrés. D'un côté, ceux qui n'y croient pas et qui disent finalement je prends la valeur la plus faible et donc en fait il n'y a pas de problème. Et puis ceux qui veulent faire de la collapsologie et prendre la valeur la plus haute. Et c'est surtout à eux que je me suis intéressé, puisqu'en fait les valeurs les plus hautes, donc je dis 7, 5, 6, 7 degrés, peuvent effectivement conduire à des effets extrêmement importants et majeurs, bien que ces valeurs soient extrêmement incertaines par rapport aux modélisations, comme je vous l'ai dit. Et donc, ça conduit en fait certains à dire que la seule solution pour résoudre le problème, c'est d'abandonner la société dans laquelle on vit, donc la société que j'appellerais société de croissance, puisqu'elle serait la source de tous les maux. Et donc, derrière tout ça, il y a une instrumentalisation du climat qui conduit finalement à nous dire, voilà, si on ne change pas complètement nos habitudes de A jusqu'à Z, et puis ça peut aller très loin, puisque certains disent on ne peut plus prendre l'avion, on ne peut plus prendre sa voiture, il ne faut plus manger de viande, ça nous amène donc à renoncer, ce que je vais dire, au développement humain. Et donc, en fait, moi, ma position, elle est très simple, et c'est le deuxième message, après vous avoir dit que je ne remettais absolument pas en cause le réchauffement climatique, c'est que parallèlement, moi, je ne veux pas remettre en cause, compte tenu des incertitudes, le développement humain. En clair, je trouve que les incertitudes sont telles qu'il n'y a aucune raison de jeter le bébé avec l'eau du bain et de
renoncer au développement humain, c'est-à-dire à tout ce que notamment l'énergie nous a apporté depuis la révolution industrielle et depuis le début du 19e siècle. Oui, mais justement, et pour aller dans votre sens, il y a quand même, quand on regarde, alors en reprenant tous les travaux de tout le monde sur le réchauffement climatique, et je suis bien d'accord avec vous, il n'y a pas le moindre doute, nous sommes face à un réchauffement climatique. Personne ne sait quelles sont les parts respectives dans ce réchauffement climatique de l'augmentation de la population humaine qui est passée de un peu plus d'1 milliard d'individus à 7 et on va arriver à 10 à peu près. Il semble qu'il y aura un pic aux environs de 10 milliards. Donc, évidemment, ce n'est pas la même chose quand vous avez 1 milliard de consommateurs et que vous en avez 10, vous en avez 7. Évidemment, ça modifie tout. Dans un appartement, quand vous vivez à 2, c'est une chose. Quand vous vivez à 7, ce n'est pas la même chose, Absolument. surtout en temps de Covid. Et puis, il y a un deuxième volet, c'est le cycle de Milankovic, le rapprochement aléatoire, mais quand même qui arrive régulièrement et qui est prouvé, scientifiquement prouvé, la NASA l'a confirmé encore récemment, donc il n'y a plus le moindre doute là-dessus, le réchauffement, le fait que la position de la Terre par rapport au Soleil, et qui peut varier dans son orbite, fait qu'il y a aussi un réchauffement ou un refroidissement. Alors ces trois éléments mélangés, ça donne effectivement... Alors, on ne sait pas du tout les pourcentages des uns et des autres, et c'est pas moi qui vais y aller. Mais... Pour répondre, on va tout de suite exclure les cycles de Milankovic, que je connais bien. Donc, le cycle de Milankovic est en fait un réchauffement inversé. Oui. C'est-à-dire que globalement, c'est bien le positionnement de la Terre dans ses paramètres orbitaux. Il n'y a d'ailleurs pas que la distance, il y a aussi l'inclinaison et la précession. Il y a 3 paramètres. Bon, alors... Pour faire simple, si la Terre se rapproche par rapport à son orbite un peu du Soleil, on est plus chaud, et si au contraire elle s'en éloigne, on est plus froid. Et donc en fait, là c'est un phénomène inverse, c'est le réchauffement qui va créer un dégazage des océans. Et donc en fait, c'est le réchauffement qui devient la cause du CO2 et non pas le CO2 qui devient la cause du réchauffement. Mais il faut savoir que les constantes de temps du cycle de Milankovic sont comprises entre 800 ans et 40 000 ans, ce qui veut dire que c'est tout à fait incompatible avec ce que je vous disais au départ, la vitesse à laquelle on observe l'accroissement de CO2 et l'accroissement de température ne peuvent pas aujourd'hui s'expliquer par les cycles de Milankovic. Donc c'est bien pour ça que je vous disais, il faut aussi prendre en compte la multiplication des individus sur Terre. Et donc, la deuxième question, et ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que l'équation démographique dont personne ne parle, parce que c'est un sujet qui est assez tabou, est une équation insoluble. Alors, il suffit pour ça de parler de quelques chiffres. Aujourd'hui, les pays émergents sont responsables de 65% des émissions de gaz à effet de serre, et ce sera 90% en 2050. Alors, et c'est eux qui font le plus d'enfants et qui se développent le plus vite. C'est eux qui, effectivement, la démographie de loin la plus importante. Ils consomment aujourd'hui 75% du charbon et 65% du pétrole, et ça va aller en augmentant. Or, c'est eux qui devraient les premiers faire la transition énergétique, mais ils n'en ont pas les moyens. Et donc, ça veut dire que globalement, et d'ailleurs, c'était un petit peu un des objectifs de la COP21, il faudrait, pour réaliser la transition énergétique, un transfert de fonds d'environ entre 3 et 4 000 milliards de dollars, donc 4 téradollars environ, des pays de l'OCDE vers les pays émergents, pour arriver à faire une transition énergétique accélérée, si j'ose dire. On sait que ce transfert ne peut pas se faire, puisque ça voudrait dire que les pays de l'OCDE entreraient en récession perpétuelle, en récession structurelle. Et donc, ça veut dire que, globalement, à certains égards, la décarbonation de l'ensemble de la planète à l'horizon 2050, je veux dire, il n'aura pas lieu, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Il aura peut-être lieu partiellement et même de façon accélérée en Europe, aux États-Unis, dans les pays de l'OCDE, mais il n'aura pas lieu dans les pays émergents, ça se passera beaucoup plus tard. Dans le fond, la transition énergétique, c'est une affaire de riches. C'est réservé aux riches. L'écologie est un sport de riches, ça fait pas l'ombre d'un doute. J'ai vécu dans une autre vie 3 ans en Angola. Ouais. Et donc, on s'aperçoit effectivement, je connais bien les pays d'Afrique centrale et d'Afrique australe. Quand on discute avec ces populations, la transition énergétique et la problématique climatique est le dernier de leurs soucis, ça fait pas l'ombre d'un doute. On les comprend. Mais nous aussi, à l'époque où on a pollué le monde entier, on ne se préoccupait pas de savoir si on le polluait. C'est vrai. Maintenant, on veut imposer à des peuples en émergence qui sont en train, eux, de se développer, de ne pas faire ce qu'on a fait
pour pouvoir nous développer. Il y a quand même un côté un peu illogique. Absolument. Dans tout ça. Cela étant, maintenant, si on se place du côté de la réduction des gaz à effet de serre, on peut faire pénitence comme on veut de ce que nous avons fait en tant que baby-boomers, puisque nous sommes à peu près tous de la même génération. Ça ne nous ramènera pas le CO2 que nous avons envoyé dans l'atmosphère sur Terre, quelles que soient les prières que l'on fait. Et si les pays émergents font la même chose que nous, en disant vous l'avez fait, donc maintenant c'est à nous à le faire, ça ne va pas résoudre le problème non plus. Donc c'est-à-dire qu'il faut pouvoir essayer de concilier, c'est un petit peu ça l'objectif de mon ouvrage, et c'est un peu la quadrature du cercle, je l'avoue. D'ailleurs, c'est un titre que j'avais employé dans un précédent ouvrage, et on va essayer peut-être de voir dans la deuxième partie de l'entretien comment on fait. C'est comment est-ce qu'on arrive finalement à décarboner tout en gardant une société de développement et une société de progrès. Donc c'est pour ça que je ne promeus pas et je combats même la décroissance en disant que moi je vais essayer d'optimiser notre société de croissance parce que je crois qu'il y a des marges d'optimisation, parce qu'il y a des parts de gros gaspillage, je vous donnerai un exemple après, en faisant du développement durable reposant sur une croissance soutenable. Alors pour vous donner un exemple assez rapide, on va prendre 3 pays. On va prendre la France, les États-Unis et les Émirats arabes unis. On va dire qu'ils ont à peu près des niveaux de développement, on va se dire à peu près équivalents, on est d'accord. Tout à fait. Le Français consomme par an 40 MWh en moyenne d'énergie globale. L'Américain, c'est 80 et l'Abu Dhabien, c'est 120. Donc vous voyez qu'il y a quand même des marges d'optimisation. Quand on voit ça, on voit bien que même on parle de pays développés, très développés même aujourd'hui, et on voit bien aussi que le traitement qui est fait de ces problèmes n'est pas le même. Non, bien sûr, bien sûr. Mais il y a un point sur lequel je voulais revenir à ce que vous venez de dire, c'est, dans le fond, on est en train de pratiquer, ceux qui promeuvent cette idée de récession, en réalité, ils font du colonialisme, il n'y a pas d'autre terme, à destination des pays qui sont émergents. C'est une vision colonialiste où le plus puissant veut imposer aux plus pauvres une solution qui va pénaliser plus le plus pauvre que lui-même. On trouve à travers les décroissantistes une triple lutte des classes, en fait. La première lutte des classes, c'est une lutte riche-pauvre. Donc, ce sont les riches qui sont responsables des émissions passées. Oui, mais on va tuer les pauvres. C'est eux qui doivent faire pénitence. Attendez. Nous avons une deuxième lutte des classes, qui est une lutte des classes plus générationnelle, qui est jeunes contre vieux. Donc, c'est-à-dire les vieux dont nous faisons partie, en ont profité, ont émis beaucoup de gaz à effet de serre, et donc maintenant, ce sont les jeunes qui... Et puis, vous en avez une triple, c'est Nord-Sud, et donc les décroissantistes considèrent que ce sont d'abord aux pays du Nord à faire tous les efforts, et finalement à faire de la décroissance par rapport aux responsabilités passées, des émissions passées, tout en permettant aux pays du Sud de continuer à croître modérément, avec donc, par exemple, ce que je vous disais, ce transfert de fonds impossible à faire parce qu'il entraînerait une pauvreté absolue dans les pays de l'OCDE vers les pays du Sud. Donc, je vais dire que les décroissantistes essayent quand même, parce que par rapport à la justification de leur modèle, ils considèrent quand même que le Sud, donc c'est-à-dire les pays émergents et notamment les pays africains, doivent continuer à croître modérément pour arriver à un niveau... Vous savez, ils sont très égalitaristes en fait. Et donc, de toute façon, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire que la décroissance amènera la pauvreté partout. Puisque, par exemple, on nous dit, pour décroître, il faut arrêter de produire et d'importer. Or, nous importons des produits qui sont fabriqués certes moins cher par exemple dans des pays africains ou dans le sud-est asiatique, et ce sont des produits qui sont produits et qui leur permettent de vivre et de progresser, de se développer. Mais alors, en restant raisonnable, pour reprendre, parce que compte tenu de ce qu'on vient d'évoquer, de cette vie, de ce qui se passe et des problématiques que ça pose, et étant entendu qu'il y a un réchauffement climatique, qu'est-ce qu'on peut faire de raisonnable et de sérieux pour contribuer, malgré tout, à freiner ce qui est en train de se passer? On ne pourra pas arrêter l'évolution, je ne pense pas en tout cas, au moins on ne sait jamais, mais on peut par contre essayer de freiner, de trouver des solutions. Alors, là aussi, là vous l'évoquez dans votre livre. Absolument. Il y a 2 grands leviers.
Alors, moi, je n'aime pas le terme sobriété énergétique parce que le terme sobriété énergétique est très négatif. C'est pour ça que j'emploie un paramètre que j'appelle l'intensité énergétique, qui est le rapport entre la production de richesse et enfin plutôt la consommation d'énergie et la production de richesse. Donc, c'est le nombre de kilowattheures que vous devez consommer pour produire une unité de richesse. Et plus il est bas, mieux c'est. Mais il ne pourra pas être nul parce qu'on ne pourra pas créer de la richesse et de la croissance sans énergie. Et donc, je vais dire que la réduction de l'intensité énergétique est un premier levier pour faire la transition énergétique. Donc, c'est-à-dire consommer moins d'énergie, mais toujours avec un objectif de richesse, et non pas faire de la sobriété bêtement au nom de la décroissance économique, si je suis bien clair. Et là, vous avez deux sous-leviers pour réduire l'intensité énergétique. Vous avez d'un côté un levier technologique, bien évidemment, donc c'est-à-dire vous faites des économies d'énergie. Donc par exemple, le numérique est un moyen de... Vous avez aujourd'hui, sans décarboner les voitures, des marges de manœuvre pour réduire la consommation des voitures thermiques des 6 litres au 100 à 3 litres au 100, pratiquement de moitié. Vous pouvez réduire le poids, vous pouvez améliorer l'efficacité des moteurs, vous avez encore pas mal de leviers. Et le deuxième levier, c'est des leviers comportementaux. Donc, c'est-à-dire que nous pouvons, sans pénaliser notre vie de tous les jours, faire un certain nombre d'efforts journaliers pour essayer de réduire. Alors, c'est quelque chose qui s'est fait. J'avais 18 ans en 1974 lors du premier choc pétrolier. Et c'est, je vais dire, je me rappelle que mon père était extrêmement bienveillant à économiser l'énergie, alors qu'avant, on ne faisait pas attention parce que tout à coup, l'énergie a eu un coût beaucoup plus important. Et donc, ce que je vais dire, c'est que les coûts et les prix de l'énergie doivent participer à notre bienveillance par rapport à l'énergie. Et donc, je ne suis pas du tout en phase de ce côté-là avec toutes les subventions qui sont données aujourd'hui aux citoyens pour payer leur énergie. Et notamment sur les énergies fossiles. Les économies nécessaires. Et donc j'avais fait une étude qui montrait en fait que les prix de l'énergie ont été multipliés par 10 depuis le début des années 60, alors que le SMIC a été multiplié par 40. Donc ce qui veut dire que l'énergie est beaucoup moins chère aujourd'hui en relatif qu'elle n'était au début des années 60, alors qu'au contraire, je suis sûr que si on fait une enquête dans l'opinion publique, on vous dira le contraire. Donc, premier levier pour résumer, c'est réduire notre consommation d'énergie tout en continuant à faire de la croissance et du développement humain, avec deux leviers, la technologie d'un côté, les comportements de l'autre. Et le deuxième grand levier, c'est évidemment la décarbonation. Et je dis que donc, la transition énergétique sera un grand remplacement des équipements thermiques par des équipements électriques. Et puis, la question subsidiaire qu'on pourra développer, c'est d'où viendra cette électricité. Alors, ce grand remplacement, c'est simple, ce sont des voitures thermiques par des voitures électriques, voire des voitures à hydrogène, avec de l'hydrogène lui-même fabriqué par électrolyse de l'eau à partir de l'électricité. Vous allez remplacer des chaudières thermiques et des chaudières au gaz par des pompes à chaleur. Je rappelle que les pompes à chaleur fournissent de la chaleur par l'électricité et par compression. Vous pouvez également décarboner certaines industries très énergétivores. Donc on peut penser par exemple à la sidérurgie. Au lieu de la faire au carbone, on la fait à l'hydrogène. Il y a un gros projet en Suède qui s'appelle Hybrit et qui vise donc à faire la réaction chimique du carbone sur le minerai de fer avec la fonte du métal dans un haut fourneau. Et on sépare les deux process. On extrait le fer du minerai de fer avec de l'hydrogène et non plus avec du charbon et du carbone. Et puis on passe avec un four à arc électrique pour fondre le métal. Et donc on a décarboné le process. On peut aussi utiliser par exemple en cimenterie de l'électricité au lieu d'utiliser du fuel ou bien du gaz. Donc on voit que l'électricité est vraiment l'énergie centrale de la décarbonation. Et d'ailleurs, l'ancien patron de Total, malheureusement décédé, Christophe de Margerie, avait dit que le charbon avait été l'énergie du 19e siècle, le pétrole et le gaz l'énergie du 20e siècle, début du 21e siècle, et que l'électricité serait vraiment l'énergie du 21e siècle. Et donc la question subsidiaire qu'on peut essayer de discuter maintenant, c'est d'où viendra cette électricité. Oui. Alors justement, il y a plusieurs commentaires par rapport à ce que vous venez de dire. Il n'empêche que quand je vois
parce qu'on a refusé le nucléaire en Allemagne, quand je vois que les Allemands, qui n'ont plus non plus beaucoup de gaz, achètent du gaz de schiste que nous avons interdit en Europe, et en France en tout cas. Donc on est en train d'acheter un produit qu'on a interdit chez nous. Excuse, les Allemands ne peuvent pas acheter aujourd'hui de gaz de schiste parce que le gaz de schiste arrive des États-Unis sous forme liquéfiée. Oui, et les Allemands n'ont pas construit sous la pression des Verts. Ils sont en train de construire. Ils sont en train d'en construire, mais ce n'est pas encore prêt. Oui. Donc aujourd'hui, le gaz de schiste arrive en France et regazéifié en France et puis est envoyé en Allemagne. Exactement. Et en contrepartie, les Allemands nous envoient de l'électricité au charbon, qui est fait avec des centrales à charbon. Est-ce que c'est bien sérieux? Alors, est-ce que nous sommes logiques et cohérents avec nous-mêmes? Alors, je vais dire que malheureusement, on ne refera pas l'histoire. Hein, ce que je veux dire, c'est que le temps perdu aujourd'hui, et j'y reviendrai à la fin, on ne le changera pas. Maintenant, si on veut essayer au moins de comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter pratiquement au début des années 60. Et il faut comprendre pourquoi les écologistes sont anti-nucléaires. Parce qu'en fait, ils devraient être pro-nucléaire, puisque le nucléaire était pratiquement le meilleur vecteur de décarbonation. Alors en fait, l'opposition des écologistes au nucléaire est une opposition d'abord au nucléaire militaire. Et donc ça date les mouvements écologistes des années 70 découlent des mouvements pacifistes des années 60 qui étaient anti-bombe atomique et anti-guerre du Vietnam. C'est de là que ça vient. Et encore aujourd'hui, les écologistes refusent de faire la différence entre nucléaire civil et nucléaire militaire. C'est-à-dire que pour eux, le nucléaire civil, c'est le début du nucléaire militaire. Et effectivement, cette opposition morale a fait énormément de mal au nucléaire européen, puisque dès les années 2000, et la Belgique et l'Allemagne, bien avant Mme Merkel, c'était Gerhard Schröder à l'époque, ont, sous la pression des écologistes, décidé, de ne plus construire de centrales, et deuxièmement, d'arrêter l'ensemble de leurs centrales entre 2020 et 2025, ce qui effectivement se passe aujourd'hui. En France, l'opposition des écologistes, elle a commencé avec la construction de Superphénix, qui a été arrêtée. Il y a eu la fermeture de Fessenheim, et il y a eu l'arrêt d'Astrid, qui n'était qu'un petit Superphénix, donc c'est cette fameuse technique de surgénération au plutonium qui permettait qui permet de recycler, d'éviter les déchets. C'est en fait un réacteur, pour faire simple, qui fabrique lui-même son combustible. Mais tout ce retard que nous avons pris depuis ces décisions absolument stupides, aberrantes et profondément idéologiques, malheureusement, on ne les rattrapera pas. Si aujourd'hui on redémarre, ce qui semble être le cas en France, un programme nucléaire... On n'est pas capable aujourd'hui de le faire, il va falloir au moins 15 ans ou 20 ans. On est d'accord, mais donc ce que je veux dire, c'est que pendant 20 ans, on n'aura qu'une seule solution pour produire cette croissance de l'électricité requise par rapport à la décarbonation des usages dont je parle. C'est d'un côté, on a choisi... Et on s'est fait l'illusion, on y reviendra, des 100% renouvelables qui n'arriveront pas non plus. Et en support des renouvelables, parce que les renouvelables ne pourront jamais se suffire à eux-mêmes à cause de leurs intermittences notamment. Ils auront besoin, ce que j'appelle, d'un ami. Et vous avez 3 amis possibles pour supporter les renouvelables. Le charbon, on va essayer de l'éviter. Le nucléaire, oui, mais pas tout de suite parce que les centrales ne seront pas disponibles. Et donc, il vous en reste un, c'est le gaz. Et donc, ça veut dire que c'est une de mes options, c'est que dans les 20 années à venir, on continuera à être point et main liés au gaz et on aura besoin de beaucoup de gaz pour produire notre électricité. Alors, le gaz a quand même deux avantages par rapport au charbon. Le premier, c'est que le gaz pollue ou émet 2 fois moins de gaz à effet de serre que le charbon. Et deuxièmement, les rendements sont 2 fois supérieurs puisque vous pouvez faire ce qu'on appelle des centrales à cycle combiné. Donc, vous combinez un cycle gaz avec un cycle vapeur et vous avez un rendement de près de 60% au lieu de 33% pour des centrales classiques. Mais ça continuera à émettre des gaz à effet de serre, ce qui n'était pas le but. Et il est certain que si le programme nucléaire initié par Mesmer avait été poursuivi au niveau européen dans les années 2000, on aurait pratiquement aujourd'hui totalement décarboné notre électricité.
Mais on ne refera pas l'histoire. Oui, mais on fera pas l'histoire. De toute façon, la commission énergie qui vient de publier son rapport sous la direction de Raphaël Schellenberger, qui est le député de la circonscription de Fessenheim, montre tout ça. Et je crois qu'il suffit d'écouter Bréchet ou Proglio, qui se sont retraités, ils se sont lâchés, ils ont tout dit, ils ont dit la vérité. Qu'ils ne pouvaient pas dire quand ils étaient fonctionnaires et responsables, évidemment. Étaient tenus par le secret. On a même ressorti, je me rappelle, le grand sourire de Madame Voynet qui a expliqué comment elle avait tué Super Phénix. Ou là, entre parenthèses, alors pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément cette histoire, dans un interview, c'est enregistré. Madame Voynet dit « Je suis partie de Paris pour aller négocier sur le nucléaire avec, bien sûr, l'instruction du gouvernement français, du Premier ministre, de maintenir l'activité de Super Phénix. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis mis d'accord avec mon collègue anglais et on a torpillé Super Phénix. Voilà. C'est-à-dire que c'est un ministre qui se vante dans une négociation internationale de ne pas avoir respecté les instructions de son Premier ministre. Alors moi, vous m'excuserez, mais il y a quelques années encore, c'est ce qu'on appelait de la haute trahison. C'était passible de la Cour, avec toutes les sanctions qu'il pouvait y avoir derrière. Je suis effaré que quelqu'un ait pu, en plus, s'en vanter à la télévision. Et c'est très grave, parce que maintenant, on voit dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc, alors de ce côté-là, c'est assez intéressant, puisqu'on parle d'électricité, de relire en filigrane le discours de Belfort d'Emmanuel Macron de l'an dernier, puisque il fait quand même un virement à 180 degrés, tout en disant qu'il n'en fait pas un. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, si on regarde en fait l'ensemble des chiffres, donc à la fois sur l'ensemble des 56 réacteurs actuels, il y en a encore une quinzaine qui seront en service à horizon 2050. On va dire qu'on garde l'hydroélectricité telle qu'aujourd'hui. De toute façon, on n'a plus beaucoup de place pour construire des barrages. Et puis, quand on voit les cirques pour construire sur le petit barrage de Sirvins, j'imagine mal reconstruire aujourd'hui un nouveau Serre-Ponçon. Alors, on aurait, paraît-il, d'après les spécialistes, on m'a dit qu'on avait 30% encore de capacité hydraulique en plus. Donc, il propose une extension des renouvelables considérable, de doubler l'éolien offshore, et de passer à 40 gigawatts d'éolien offshore. C'est assez intéressant. Aujourd'hui, on est en train de construire en éolien offshore le parc de Fécamp. Le parc de Fécamp, c'est 1,5 gigawatt. Et on voudrait passer à 40 gigawatts. Ça veut dire que d'ici 2050, il faut construire 80 Fécamps. Donc 80 Fécamps, c'est 3 par an. Alors, soyons fous et croyons-y. Non, puis attendez, et puis où on les met? Parce qu'il faut être sérieux aussi. On est d'accord. Il faut être sérieux. Veut passer à 100 gigawatts de solaire. 100 gigawatts de solaire, c'est 150 km² de panneaux solaires. Bien, quand vous faites le total de tout ça, pour doubler la consommation d'électricité dont vous aurez besoin pour mes véhicules électriques, mes pompes à chaleur et éventuellement ma sidérurgie, il vous faut encore au moins 25 gigawatts de gaz. Et comme je suis convaincu qu'on ne construira pas, par exemple, les 80 Fécamp. Ça veut dire que le gaz va être la variable d'ajustement. Et comme je vous l'ai dit, on aura encore beaucoup de gaz dans la génération électrique française à l'horizon 2050. D'où l'aberration d'avoir vendu Alstom à General Electric, puisqu'en fait, l'un des outils dont on aura besoin dans le futur, c'est la turbine à gaz que fabriquait Alstom. Oui, mais c'était une époque où on pensait qu'il fallait passer au c'était l'option du 100% renouvelable. Exactement. Qui est d'ailleurs encore l'option principale au niveau de l'Union européenne. Oui, alors que l'Allemagne, qui est pourtant le leader en Europe, Mme Merkel avait reconnu que c'était un échec. Parce que l'investissement a été énorme. D'ailleurs, les chiffres le montrent. Et les résultats prouvent que ça ne marche pas. Alors, est-ce que vous... Donc, depuis environ les années 2006-2007... Sur l'ensemble de la planète, on a investi 5 000 milliards de dollars dans les renouvelables aujourd'hui. Et tout ça nous fournit moins de 10% d'électricité et environ entre 3 et 4% d'énergie globale. Si vous aviez investi ces 5 000 milliards de dollars, ce qui n'aurait probablement pas été possible, mais enfin, faisons l'hypothèse d'école dans le nucléaire, aujourd'hui, on aurait décarboné pratiquement la moitié de l'électricité mondiale. Donc, pour vous dire... Alors, j'ai 3 termes qui sont assez intéressants pour qualifier l'électricité. C'est
combien, où et quand. C'est-à-dire que globalement, si vous voulez avoir de l'électricité capable de vous faire de la croissance économique, il vous faut de l'électricité combien vous voulez, où vous voulez et quand vous voulez. Et malheureusement, les renouvelables, c'est où Dame Nature veut, quand Dame Nature veut et combien Dame Nature veut. Et donc, à partir du moment où c'est Dame Nature qui gère votre électricité, c'est évidemment extrêmement compliqué. On a eu d'ailleurs l'exemple en mois de décembre 2022, première quinzaine de décembre 2022, un froid sibérien, un anticyclone sibérien. Et quand il y a un anticyclone sibérien, il n'y a pas un pet de vent. Donc, pratiquement pas d'éolien. Donc, on est obligé d'importer parce qu'on avait malheureusement beaucoup de réacteurs nucléaires en rade et arrêtés. 14 arrêtés. Et donc, quand on importe, on paye le prix fort. On paye 500 € le mégawattheure puisqu'on prie les Allemands de nous envoyer d'électricité charbonnière qu'on paye au prix fort. Et puis, la deuxième quinzaine de décembre, là, vous entrez en dépression. Donc, il y a un vent à profusion. Mais il y en a tellement qu'on ne sait pas quoi en faire et on veut l'exporter. Et donc, il faut payer l'exportateur. Il faut payer pour que les gens achètent. Et donc, à ce moment-là, on a un mégawattheure à moins 5 €. Donc, si vous voulez, ça vous montre l'aberration à quoi peuvent vous conduire les renouvelables. Je ne suis pas pour autant, comme pour le climat, un opposant complet des renouvelables. Il en faudra. Mais je crois que le maximum... La partie maximum renouvelable dans le mix énergétique, c'est entre 30 et 35%. Le nucléaire, sa partie va baisser. Alors, on va garder la même puissance, mais sur 2 fois plus d'électricité, donc sa part va baisser. Et donc, on va arriver à un mix finalement, un tiers renouvelable, un tiers nucléaire et un tiers de gaz. Mais je crois que c'est là-dessus qu'on va conclure cette émission, qui, je pense, aura ouvert les yeux de beaucoup de gens, parce que ce sont des choses dont on ne parle pas, ou pas assez, parce qu'on reste... trop souvent sur des schémas ou d'un mélange d'idéologie d'un côté comme de l'autre, aussi bien les anti que les pros, et alors qu'une fois de plus, il faut regarder les faits, il faut regarder les chiffres, il faut en tirer les conséquences, et je crois que c'était l'occasion aujourd'hui de le faire dans ce domaine complexe. Alors merci Philippe Charlès d'avoir accepté de venir et de nous avoir éclairés sur ces problèmes. Et puis, j'espère que pour tous nos auditeurs, ça leur permettra de mieux comprendre ce qui se passe et surtout d'envisager l'avenir, peut-être pas toujours comme on voudrait vous le présenter. Eh bien, écoutez, effectivement, encore une émission où on découvre un certain nombre de choses. Et pour la première fois, vous avez pu remarquer qu'Alain Juillet n'était pas content. Donc, à bientôt sur Open Box TV pour une autre émission avec des sujets tout aussi passionnants. Merci. Au revoir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Open Box TV et vraiment nous tenions à vous en remercier avec Alain Juillet. Et nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir sur Tipeee pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt.